Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau, celui de Face au territoire sur TV5 Monde, vous le savez, diffusé dans 200 pays et en 14 langues avec nos partenaires coproducteurs de cette émission, Ouest France. Vous pouvez d'ailleurs nous regarder sur ouestfrance.fr, sur nicematin.com par contre, sur franceantilles.fr, sur lamontagne.fr et sur 20minutes.fr qui sont donc les partenaires coproducteurs de cette émission. Mon invité ce matin, c'est Jean Jouzel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Jean Jouzel. Merci. Vous êtes climatologue, vous êtes vice-président du GIEC, groupe d'études d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et puis vous publiez un livre, Parlons vrai, avec Baptiste Denis, c'est votre dernier livre, aux éditions Les Pérégrines. Évidemment, nous allons parler du climat. Évidemment, j'allais dire, nous allons en parler parce qu'on en a très peu parlé durant cette campagne présidentielle. Pourquoi, comment expliquez-vous que ce sujet du réchauffement climatique n'ait pas été présent dans les débats, que les candidats ne s'en soient pas saisis ? Oui, c'était l'espoir, effectivement. 2 des rapports du GIEC ont été adoptés pendant la campagne électorale française. C'est un hasard du calendrier. Le rapport sur les conséquences du réchauffement climatique le 28 février et celui sur les solutions à mettre en œuvre le 4 avril. Et en fait, ça a fait un flop. Bon, probablement parce que l'actualité était tournée plutôt vers l'Est, plutôt vers autre chose. Mais c'est un des problèmes du réchauffement climatique. C'est une priorité, mais il y a toujours une autre priorité qui prend sa place. Je veux dire, on comprend bien aussi, ce n'est pas le problème, la pandémie, la guerre en Ukraine, tout cela c'est très important, mais il y a vraiment urgence. Peut-on totalement évacuer le fait que le réchauffement climatique de la Terre soit issu d'un cycle naturel? On peut le dire, oui, sûr. Oui, c'est un des résultats principaux, je dirais, du dernier rapport du GIEC. On passe dans le domaine des certitudes. Sans équivoque, le réchauffement climatique est lié aux activités. Même la meilleure façon de l'expliquer, on a un peu plus de 1 degré, on l'explique entièrement par nos activités. Donc le réchauffement climatique, ce sont vraiment nos activités. Les causes naturelles du climat qui sont bien là ne peuvent expliquer sur le dernier siècle qu'un dixième de degré. Disons, le réchauffement de plus de 1 degré, ce sont nos activités de façon certaine. C'est Jean Jouzel qui est avec nous, le climatologue, et nous allons évidemment parler tout au long de cette émission en direct des problématiques liées à l'environnement. Dans un instant, voici François-Xavier Lefranc, le rédacteur en chef de Ouest France. Bonjour François-Xavier Lefranc, vous avez la particularité avec notre invité d'être issu de la même région, la Bretagne. Effectivement, la Bretagne, vive la Bretagne. Vive la Bretagne. Bonjour. Nous le connaissons bien avec François-Xavier. Bonjour Jean Jouzel, vous êtes un porte-parole infatigable de la cause du climat, vous êtes un grand scientifique reconnu au niveau international, on peut le dire. Vous êtes aussi breton, on vient de le dire, vous êtes né dans une famille d'agriculteurs du pays de Rennes, à Janzé très exactement. Est-ce que cette proximité avec le monde rural, avec la nature, a compté dans votre engagement, à la fois votre engagement professionnel et votre engagement aujourd'hui pour le climat ? Alors mon engagement professionnel, je dirais qu'il est quand même il s'est construit autour de la recherche sur l'évolution des climats du passé. Donc j'ai travaillé dès au départ, dans les années 70, sur comment peut-on reconstruire les variations climatiques du passé à partir des glaces polaires, avec des collègues comme Claude Lorius, beaucoup d'autres. Mais c'est vraiment la recherche qui m'a conduit à me poser des questions sur le rôle des activités humaines. Mais c'est vrai qu'après, je suis extrêmement proche, effectivement, disons, de cette nature, de la Bretagne. J'y ai vécu, j'y suis né, mon frère, mon neveu sont toujours agriculteurs, donc ce monde, je le connais bien. Et ça me permet effectivement de rester très proche de ce qui est l'émission aujourd'hui des territoires. Nous y allons régulièrement. Et ça a joué un rôle, même si ce n'est pas l'élément déclencheur je dirais, de mon regard sur l'évolution du climat. C'est quand même plus un regard de scientifique au départ. Est-ce qu'il y a des climato-sceptiques dans votre famille ? Oui. Voilà. Bon, c'est vrai, mais j'ai mon frère aîné, 1 an de plus que moi, jour pour jour. Ça a quand même un peu évolué, disons. Je dirais qu'il était vraiment climato-sceptique. Maintenant, il laisse un peu de place au doute dans le bon sens. Je veux dire qu'il se pose quand même de bonnes questions. Vous évoquiez tout à l'heure Claude Lorius. Et avec Claude Lorius, en 2002, vous avez obtenu la plus grande récompense scientifique française, la médaille d'or du CNRS, pour des travaux sur les calottes glaciaires que vous avez analysées pour comprendre l'évolution du climat. À partir de quel moment avez-vous eu le sentiment qu'il se passait quelque chose ? Le tournant pour nous, c'est l'année 87. En fait, c'est là. Et on doit leur rendre hommage. Les chercheurs soviétiques sont à Vostok, le point le plus froid du globe. Ce sont les premiers à, forer
au-delà de 2 km et disons une carotte de glace qui couvre plus de 150 000 ans. Et en fait, il nous l'offre grâce à Claude Lorius. Claude Lorius obtient ces échantillons, nous les analysons en France. De notre côté, à Saclay, nous reconstruisons la température, les variations du climat, et mes collègues grenoblois, Dominique Reynaud, l'équipe de Claude Lorius, Jean-Marc Barnola à l'époque, reconstruisent les variations de teneur en gaz carbonique et puis en méthane pour Jérôme Chaplaz. Et là, on voit effectivement, pour la première fois, on parlait beaucoup d'effet de serre, mais c'était un peu énigmatique. On en parlait à travers Mars et Vénus, qui avaient des climats différents parce que leur atmosphère est différente, ou bien de façon théorique. Mais le voir de visu, disons vraiment de façon extrêmement... vraiment, ça saute aux yeux quand on regarde les courbes, ce lien entre... Il y a moins d'effet de serre, il fait plus froid. Il y a aussi d'autres raisons, ce n'est pas cela, mais disons, ça a effectivement eu une importance extrêmement... très rapidement, d'ailleurs, Al Gore, par exemple, s'est emparé de ces courbes très rapidement. Et disons, l'alerte n'est pas sonnée n'est pas donnée à travers ces résultats. Elle est donnée à travers les résultats des modélisateurs du climat, dont d'ailleurs Suki Manabe a été reconnu puisqu'il a eu le prix Nobel de physique l'an dernier. Mais ça a ajouté évidemment la perception. Et là, vraiment, c'est la perception de la réalité du lien entre climat et effet de serre qui nous saute aux yeux. Vous avez mené des études scientifiques extrêmement poussées qui ont permis d'établir la vérité des faits. Et puis ensuite, il y a un deuxième combat qu'il a fallu mener, c'est celui de convaincre, de faire comprendre notamment aux décideurs, aux responsables politiques. Et là, on a l'impression que c'est un combat extrêmement difficile, on en parlait tout à l'heure, oui. Cette prise de conscience qui met du temps, alors que le climat, lui, continue à changer. Oui, alors on peut vraiment, disons, je dirais que l'alerte est sonnée dans les années 80. D'ailleurs, le GIEC se met en place en 88, premier rapport en 90, le sommet de la Terre en 92. Mais dans les années 90, c'est quand même un peu... Il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour ce réchauffement climatique. Par exemple, les grandes entreprises ne s'y intéressent pas. Il y a même un lobbying bien maintenant documenté des grandes compagnies pétrolières pour, disons, mettre cette alerte des scientifiques sous le boisseau. Et puis, dans les années 2000, c'est vraiment la période du scepticisme. Il y a ce qu'on appelle le plateau, c'est-à-dire que le réchauffement ralentit au cours des années 2000, et ça atteint son summum, d'une certaine façon, juste au moment de la conférence de Copenhague en 2009, avec ce qu'on a appelé Climate Gate, c'est-à-dire, il y a eu la subtilité, certains mails ont été subtilisés du GIEC, et ça a été une période assez difficile. Et là, oui. Alors, à la pointe de la mobilisation aujourd'hui, il y a les jeunes générations partout dans le monde. Comment est-ce que vous expliquez que les générations les plus anciennes semblent si peu prendre conscience de ce qui se passe? Il faut que ce soit les jeunes qui, aujourd'hui, poussent les politiques à agir. Ils sont à vos côtés, ces jeunes. Y compris électoralement, François. Y compris, bien sûr, électoralement. Oui, y compris électoralement. Et, bien sûr, d'abord parce qu'ils sont doublement concernés. Ils sont concernés à la fois par... la lutte contre le réchauffement climatique, c'est aujourd'hui les jeunes qui vont rentrer dans le monde du travail, vont participer, je l'espère, à cette lutte contre le réchauffement climatique. Mais ce sont eux aussi qui sont malheureusement concernés par les conséquences majeures du réchauffement climatique. Les conséquences majeures du réchauffement climatique, c'est dans la deuxième partie de ce siècle et au-delà. Ce sont les jeunes d'aujourd'hui, ce ne sont pas les générations futures, mais ce sont eux qui sont concernés au premier chef. Ceci étant, ça n'excuse pas du tout, bien sûr, le manque de prise de conscience de nos générations, je dirais. Il y a quand même eu une prise de conscience de certains décideurs politiques au cours des 30 dernières années, mais la réalité, alors que dès 90, nous savions qu'il fallait diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, c'est qu'elles ont doublé, par exemple, entre 1970 et aujourd'hui. Donc voilà, on est quand même, disons, d'un côté, il y a un constat, je dirais un message très clair de la communauté scientifique, il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre. De l'autre, ces émissions n'ont pas arrêté d'augmenter, sauf, disons, de façon, je dirais, très ponctuelle. Qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes qu'on voit là défiler? Qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes qui sont à vos côtés, je le répète? Qu'est-ce que vous leur diriez de continuer à se mobiliser? C'est important, cette mobilisation? C'est très important. J'ai fait beaucoup de démarches sur le climat aux côtés des jeunes, effectivement. Donc, cet engagement a été extrêmement important. Il a été extrêmement important, par exemple, pour la prise en compte de la formation à la transition écologique dans l'enseignement. Je dirais que c'est grâce à la mobilisation des jeunes, des lycéens, mais aussi, bien sûr, des universités, des étudiants dans le supérieur. Ils se sont mobilisés et, par exemple, Madame la ministre nous a demandé de
et nous l'avons fait, disons, de réfléchir aux mesures qui pourraient être prises pour, disons, dans le domaine de l'enseignement supérieur. Et c'est grâce aux jeunes que disons, cette prise de conscience de nos dirigeants a été vraiment effective. Alors on parle des jeunes, on pourrait aussi parler des médias. Il est important que les médias portent aussi ce sujet-là. Oui, et je tiens à remercier Ouest France, puisque bon, effectivement, je suis la presse régionale qui prend très souvent en compte, bien sûr, ces aspects climatiques. Je suis très souvent appelé aussi par Nice Matin pour témoigner de la réalité du réchauffement climatique sur les territoires. C'est vraiment important. Les politiques qui, à vos yeux, ont le mieux réussi dans ce système d'alerte que vous souhaitez voir arriver encore plus fort. Alors, d'un côté... moi, j'ai eu la chance de côtoyer depuis Jacques Chirac tous les présidents de la République, disons, d'échanger avec eux. Qui a été vraiment important sur ces questions-là, à vos yeux? Je dirais Jacques Chirac, c'est la Maison Brûle. Nicolas Sarkozy, c'est vraiment le Grenelle de l'environnement. Disons que François Hollande, c'est l'accord de Paris. Al Gore a joué un rôle très important au niveau international, et c'est vraiment le fait qu'il n'ait pas été élu en 2000 et que ce soit George Bush qui a été élu, le fait que les États-Unis ne s'intègrent pas dans l'accord de Paris a été extrêmement négatif. Donc effectivement, Emmanuel Macron, il y a aussi une action, mais j'ai été extrêmement déçu, je l'ai dit, par, disons, ça. Non prise en compte des propositions des citoyens. Alors, vous le connaissez, Chonu, qui est un collaborateur et dessinateur de Ouest France, a une question à vous poser. C'est un peu la tradition de cette émission. Voilà, sous forme de dessin, on regarde Chonu. Alors, où est-ce qu'on regarde? Jean Jouzel, les Bretons ont la tête dure et vous n'avez jamais changé d'avis sur le réchauffement climatique. En 1912, le Titanic sombrait après avoir percuté un iceberg. En 2022, notre planète se dirige tout droit, tel le Titanic, vers une catastrophe. La question que je pose est bien entendu en rapport avec la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine. Pourquoi l'Allemagne, grand pays de l'écologie politique, a-t-elle décidé de fermer ses centrales nucléaires au profit des centrales à charbon, le charbon, énorme contributeur au rejet de CO2 dans l'atmosphère? Pour conclure, faut-il s'en réjouir? Eh bien, les républicains, les socialistes et les écologistes français sont, eux, entrés dans une ère glaciaire. Voilà, donc merci Chonu, merci de votre question. Le pourquoi, effectivement, quand on regarde la politique allemande au cours des 20 dernières années, c'est l'Energiewende, donc vraiment il y a eu une politique de sortir du nucléaire. Tout simple. Il y a aussi quand même des accidents, nucléaires. Le Fukushima, par exemple, a vraiment contribué à une prise de conscience. Tchernobyl, Fukushima, et donc c'est peut-être ça qui est aussi, qui est dans l'esprit des Allemands extrêmement négatif par rapport au nucléaire. Ceci étant, évidemment, le nucléaire et le renouvelable sont les moyens de lutter contre le réchauffement climatique, de produire de l'énergie sans émissions de gaz à effet de serre. La une de Ouest France, François-Xavier Lefranc, ça va vous faire plaisir. Alors que la guerre est aux portes de l'Europe, la solidarité européenne est une affaire sérieuse, et là, ça ne rigole pas. Et il y a bien deux visions diamétralement opposées dans ces élections présidentielles en France. Merci François-Xavier Lefranc. Vous êtes le rédacteur en chef de Ouest France, le plus grand journal francophone du monde. Merci à vous. Dans un instant, Denis Caro de Nice Matin sur ce plateau. Voilà, et c'est Jean Jouzel, le climatologue, ex-vice-président du GIEC, qui est notre invité ce matin dans Face au territoire. Denis Caro, avant que nous interviewions ensemble Jean Jouzel, Joseph Arakel, qui est engagé dans l'entrepreneuriat, qui est un chef d'entreprise marseillais, l'entrepreneuriat social et écologique, donc à Marseille, a une question à vous poser. On l'écoute. Nous travaillons avec la métropole de Marseille, représentée par Martine Vassal, sur un projet de recyclerie de proximité qui aura pour objectif de récompenser les personnes qui apporteront des déchets sur ces points, gérés par du personnel en insertion, afin de faire un tri à la source. Les déchets, qui sont un gisement de valeur, seront triés par nature, afin d'éviter l'enfouissement ou l'incinération. Ne pensez-vous pas que ce laboratoire pourrait être transposé sur d'autres territoires ?
du social à l'écologie ou vice-versa. Oui, c'est très important. Les déchets jouent un rôle évidemment dans le cycle énergétique de quelques pourcents, de 5% de la production d'énergie, mais il y a aussi la récupération de beaucoup de matériaux qui sont extrêmement utiles. Disons, le recyclage est vraiment au cœur, oui, je dirais, d'une certaine sobriété de nos économies. Et ça, c'est très important. Et oui, j'encourage effectivement, disons, des expériences du type de celles que vous mentionnez, disons, à échelle le plus large possible au niveau de notre territoire et au-delà, bien sûr. Denis Caro. Jean Jouzel, le GIEC dresse des constats, dessine des solutions, mais les choses bougent peu et on a l'impression que le climat est une priorité qui passe toujours après d'autres priorités. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour agir vraiment? Alors pour agir vraiment, nous savons ce qu'il faut faire effectivement, puisque les États nous le disent, l'accord de Paris nous dit qu'il faut diminuer les émissions. Nous savons par exemple en France quels sont, disons, les secteurs, 30% pour le transport, 20% pour, ou un peu moins pour l'énergie, pour l'agriculture, alimentation, agriculture, pour l'urbanisme, le bâtiment, l'urbanisme. Donc on sait effectivement que bien, isoler les bâtiments, par exemple, est extrêmement, à moyen terme, est extrêmement porteur. Tout le problème de la mobilité douce, des transports en commun, d'une certaine sobriété dans notre mobilité devrait aussi être au rendez-vous. Donc nous savons ce qu'il faut faire, bien sûr. On a un peu évoqué la production de l'énergie. Il y a ce rapport de RTE qui est important. Il y a des décisions qui vont être prises et qui ont été pratiquement prises par rapport à la relance de l'énergie nucléaire. Mais tout cela, eh bien, c'est important d'avoir une énergie sans émissions de gaz à effet de serre. Cette neutralité carbone, on sait, c'est inscrit dans la loi. La neutralité carbone, elle est inscrite dans la loi. Mais comment y va-t-on réellement? Nous prenons du retard dans notre pays, c'est bien ça le problème. Et voilà, donc comment fait-on pour que effectivement la réalité en France soit en phase avec la feuille de route qui est inscrite dans la loi? Alors on voit qu'il y a beaucoup de mobilisation. La semaine dernière encore, il y avait des défilés, des manifestations. Est-ce que la rue, est-ce que l'opinion peut peser davantage? Ça fait partie, l'opinion me semble-t-il, on a bien sûr à travers les jeunes, à travers les marches pour le climat, disons, c'est nécessaire que les gens se mobilisent pour la lutte contre le réchauffement climatique, l'adaptation. Mais c'est aussi, disons, on voit bien la réalité, puisque, disons, l'État a un rôle à jouer. Hein. Il y a une loi et j'aurais aimé que, eh bien, cette loi tienne plus en compte les propositions des citoyens. Mais les territoires ont un rôle extrêmement important à jouer. Quand on regarde la mobilité, le bâtiment, l'urbanisme, c'est au niveau local, régional que ça se passe. Est-ce que justement, c'est pas là le bon échelon? On voit qu'il y a des collectivités qui multiplient les initiatives. Il y a plein de choses intéressantes qui se font partout en France. Est-ce que c'est pas là que concrètement on peut agir le plus? Je le pense parce que pour ce qui concerne, je dirais, bâtiment, urbanisme, développement des énergies renouvelables, et quand je vais, disons, dans la région PACA, je regrette toujours que le solaire n'ait pas la place qu'il y mérite, soyons clairs. Vous ne voyez pas Marseille comme une ville exemplaire de ce point de vue-là? Pas encore, non, ça viendra peut-être, mais bon, disons, il faut vraiment, il y a vraiment du retard par rapport à, disons, à l'utilisation du solaire dans une région où disons, le soleil est quand même extrêmement présent, un peu plus qu'en Bretagne dont nous parlions tout à l'heure. Mais voilà, donc il y a des possibilités. Donc c'est au niveau des territoires que cela se passe. Effectivement, quand on parle de mobilité, quand on parle comment conçoit-on les villes du futur, ces villes vont se développer avec des risques aussi liés à disons dans certaines régions, évidemment à l'élévation du niveau de la mer. Il faut être aussi très prudent. Il y a une nécessité d'adaptation, il y a une nécessité de prévention. Et tout ça, c'est au niveau des territoires. Denis Caro. Est-ce que l'Europe a un rôle à jouer en matière de climat? On voit que l'Europe est capable de parler d'une même voix. On le voit avec la guerre en Ukraine. Sur le climat, elle semble inaudible. Elle est inaudible, alors pas tellement dans les objectifs, puisqu'il y a, disons, l'Europe est extrêmement ambitieuse, moins 55% de diminution de nos émissions au niveau en 2030, c'est très ambitieux. Elle veut jouer un rôle, je crois que c'est important. Disons, du point de vue économique, oublions un peu l'écologie, 2 minutes. Cette transition écologique, elle se fera. On ne peut pas accepter
de ne pas aller vers neutralité carbone. L'inverse de neutralité carbone, c'est accepter que l'effet de serre augmente indéfiniment. Et d'une certaine façon, c'est inacceptable, en tout cas pour le climatologue. Donc, du point de vue économique, ce sont je dirais, entre la Chine, les États-Unis, l'Europe, eh bien, c'est le bloc qui se mettra le premier dans cette transition, qui gagnera économiquement. C'est ça qui est important. Donc, le succès de l'économie, le dynamisme de l'économie passe par la transition. On voit que le climat était, Cyril le disait, absent des débats ou quasiment absent. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'incarnation autour de la question de l'environnement? On sait que le passage au gouvernement de Nicolas Hulot a été un échec. Qui pourrait incarner la lutte pour le climat? Est-ce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'incarne? Je ne sais pas. Donc, il faudrait vraiment que... on voit bien là. Bon, si on revient à Nicolas Hulot, disons, à chaque fois qu'il allait en interministériel, c'est être, disons, les propositions du ministère de l'écologie sont généralement laminées, soyons clairs. Donc, c'est dans cet équilibre des gouvernements. Voilà, donc vraiment un véritable ministre très large sur... finalement, le mode de développement de notre société. Ce n'est pas que l'écologie, mais voilà comment on fait pour que l'économie soit aussi au rendez-vous, disons, le développement économique, l'innovation, mais dans un esprit qui s'inscrit dans la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation. Cyril Viguier faisait tout à l'heure référence aux climato-sceptiques. Qu'avez-vous à leur dire envie de leur dire aujourd'hui? Bien, d'abord, ce que je dis aux climato-sceptiques, c'est d'abord que le scepticisme lui-même est quelque chose d'extrêmement légitime, c'est-à-dire que c'est normal que par rapport à notre communauté, effectivement, si vous acceptez l'idée que le réchauffement climatique est une réalité liée aux activités humaines, ça devrait normalement nous engager à l'action. Donc c'est important pour le développement de notre mode de fonctionnement de nos sociétés. Donc c'est normal qu'il y ait un scepticisme. Mais il faut un moment regarder aussi les arguments des uns et des autres. Et là, c'est très clair. Le réchauffement climatique est lié aux activités humaines. Et plus on va émettre de gaz à effet de serre, plus on va vers des réchauffements importants. Je l'affirme, mais nous avons les arguments. Donc, en discuter n'est absolument pas est tout à fait souhaitable, y compris, disons, à convaincre les gens de cette réalité. Mais nous avons vraiment les arguments pour le démontrer et pour dire nos craintes par rapport à un futur qui ne serait pas sobre en carbone. À la une de Nice matin, Denis Caro. La une de Nice matin, la chute des oligarques, la pression qui s'accentue sur ces 24 milliards d'euros 24 milliards d'euros gelés, des villas, des yachts, des hélicoptères. Et la plupart des avoirs gelés sont sur la Côte d'Azur. Ouais. Justement, ces schémas économiques, Jean Jouzel, l'organisation de l'imposition, ne vont-ils pas complètement à contre-courant des politiques favorables à ce que vous préconisez? Oui, je pense que... Un des premiers risques du réchauffement climatique, c'est l'accroissement des inégalités. Quand on parle des oligarques, comme vous venez d'en parler, Denis, c'est vraiment disons, une expression des inégalités sur cette planète. Et on voit bien qu'il faut solidarité, limitation des inégalités. C'est plus une génération... Enfin, je crois qu'une société plus juste sera plus enclin à une lutte efficace contre le réchauffement climatique. C'est Jean Jouzel, le climatologue, qui est notre invité aujourd'hui dans Face au territoire. Merci Denis Caro. Dans un instant, Armelle Le Goff de 20 minutes sur ce plateau. Bonjour Armelle Le Goff, vous êtes la directrice de la rédaction de 20 minutes. Dans un instant, on vient à notre invité Jean Jouzel, mais nous partons pour Fort-de-France, en Martinique, où le directeur éditorial de notre partenaire France Antilles a une question à vous poser sur la montée des eaux. Jean Jouzel, on l'écoute. Bonjour Jean Jouzel. Les effets du réchauffement climatique se font sentir dans les territoires d'outre-mer, notamment ici aux Antilles et en Guyane, avec la montée des eaux et la mer qui grignote petit à petit un certain nombre de zones du littoral. Cette avancée de la mer sur les terres est-elle inexorable ou y a-t-il encore possibilité d'agir et de faire quelque chose pour prévenir cette montée des eaux ? Donc, oui, elle est inexorable. Je veux dire, elle est inexorable. Elle est inexorable, cette élévation du niveau de la mer, mais elle sera d'autant plus limitée que nous limitons nos émissions de gaz à effet de serre. Si nous réussissons à rester en deçà de 2 degrés d'ici 2100 et au-delà, eh bien, elle sera limitée à 50 cm supplémentaires d'ici la fin du siècle. Et c'est jugulable, 50 cm supplémentaires. Non, le problème, c'est pour l'après. C'est-à-dire que ce qui est déjà en route, c'est une élévation du niveau de la mer supplémentaire au cours du prochain siècle et des prochains siècles. Et c'est ça aussi le vrai problème. Donc il faut
dans nos investissements, dans nos constructions, évidemment, être attentif à ça. Alors, effectivement, on peut s'adapter. Il y a aussi la nécessité de s'adapter. Oui, c'est ce que vous préconisez avec le GIEC, voilà. c'est de faire de la nature notre allié. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, ça s'applique, par exemple, à l'élévation du niveau de la mer. Quelquefois, eh bien, il faut jouer avec la nature, disons, sans faire une alliée. Par exemple, quand on regarde eh bien, certaines digues, bon, je ne sais pas, j'ai évoqué le cas de Saint-Louis du Sénégal récemment, on fait une digue, mais disons que les problèmes se déplacent à quelques kilomètres. Donc, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Disons, au contraire, l'adaptation peut profiter disons, par exemple, en replantant des mangroves dans les régions, disons, vraiment vulnérables, en se faisant une alliée de la nature, effectivement. Donc, il y a des choses à faire plutôt que disons, en renforçant de façon naturelle la capacité par exemple, de limiter l'érosion. Et ça, c'est important. C'est un message très fort du dernier rapport du GIEC, vous avez raison, par rapport à l'élévation du niveau de la mer, plutôt qu'une force brute de faire des digues. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais il faut vraiment réfléchir et allier, disons, intégrer ces solutions dans les plans de la d'investissement nature. Et Voilà. dans les vous dites aussi que certaines conséquences du réchauffement climatique sont imprévisibles, notamment les phénomènes type El Niño, etc. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce que ça veut dire? Oui, disons dans les régions tropicales équatoriales, ce qui est assez fondamental, c'est ce rythme de El Niño, c'est-à-dire que dans une année sur 3, sur 4, nous avons l'océan Pacifique qui est beaucoup plus chaud notablement plus chaud que sa valeur moyenne. Ça a des conséquences sur toute la ceinture tropicale et équatoriale. Et on ne sait pas, par exemple, vraiment prédire dans un monde plus chaud la façon dont vont évoluer ces phénomènes El Niño. S'ils vont être plus fréquents, plus intenses. Alors certains scientifiques le pensent, d'autres sont plus réservés par rapport à... Donc c'est important pour les régions tropicales et équatoriales de notre capacité à, disons, mieux anticiper ces phénomènes El Niño. Et je reviens sur les conséquences en France. La France ne serait épargnée par ce type de phénomène concrètement. Ce serait surtout le niveau d'élévation des mers qui serait problématique. Oui, disons que la France, on est loin disons, de ces régions tropicales et équatoriales, en France métropolitaine bien sûr, et on parle un petit peu de ce qu'on appelle de Médicaire, disons de cyclones en Méditerranée, mais c'est quand même loin de nous. Non, le vrai problème, c'est l'élévation du niveau de la mer. Ce sont les sécheresses à répétition, les pluies torrentielles par contre. On voit bien les vagues de chaleur, on se rend compte zones du sud-est notamment. Les virus. Oui, bien sûr. Donc les conséquences sur la nature, sur la santé, sur la biodiversité. Vous voulez dire qu'il pourrait y avoir une multiplicité de Covid? Oui, c'est-à-dire que ça, disons, il y a un lien entre la capacité de certains virus ou de certaines maladies, disons, vectorielles à se disséminer plus rapidement dans un climat plus chaud. Effectivement, des habitats qui n'étaient pas... Ouais. Allez-y. Elle se dissémine aussi parce qu'on prend de plus en plus de place sur la nature et qu'on investit des zones où on est en contact potentiellement avec des virus. Tout à fait. Disons que c'est une conjonction entre la mondialisation qui fait que tout le monde vibre, et nous-mêmes, probablement d'un endroit à l'autre de la planète, et transporte aussi, disons, c'est un risque. Bien sûr, c'était beaucoup plus lent, disons, au XVe siècle, disons, la dissémination simplement de ces virus, parce qu'il y avait moins de mouvements de population. Mais ça joue, mais c'est effectivement accéléré, ça peut être accéléré par le réchauffement climatique. Mais c'est bien au départ notre soif de déplacement, de bougeotte sur la planète qui est peut-être à l'origine aussi de ces disséminations. Autre phénomène que vous pointez comme un risque lié au réchauffement climatique, c'est l'aggravation des inégalités. Potentiellement, nos sociétés pourraient être plus injustes en cas de réchauffement important et de conséquences sur nos vies. Oui, je vais citer deux exemples. Prenons par exemple... disons, ces vagues de chaleur, ces pics de chaleur l'été, nous vivons à Paris, enfin une partie de l'année. Quand il y a une vague de chaleur à Paris, eh bien, on a la chance de pouvoir aller en Bretagne. Il y a ceux qui peuvent, disons, je crois que beaucoup de Parisiens ou de la banlieue parisienne et dans d'autres métropoles, au moment des pics de chaleur, souhaiteraient quitter l'appartement où ils sont. Il y a ceux qui le peuvent, ceux qui ne le peuvent pas. Un autre exemple, eh bien, la lutte contre le réchauffement climatique, l'augmentation de la taxe carbone telle qu'elle était envisagée il y a 4 ans, eh bien, aurait affecté de façon relative 3 fois plus les bas revenus que les hauts revenus. Avec des paradoxes incroyables, quand on climatise chez soi, on ne contribue pas évidemment à de bons gestes environnementaux. Ce n'est pas la bonne solution. Ouais. C'est un des problèmes de l'isolation et des bâtiments en France. Comment assure-t-on le confort d'été? On ne porte pas assez de regard en France sur le confort d'été. Personne n'en parle dans la sphère politique.
Oui, effectivement, nous en avions parlé dans le Grenelle de l'environnement. J'étais très impliqué. Ça m'avait marqué qu'on n'était pas assez attentif au confort d'été, à, disons, avoir des appartements qui restent agréables l'été sans forcément avoir de la climatisation. Il y a ce sujet qui est dans la loi climat et résilience, qui était aussi dans la Convention citoyenne pour le climat, des éco-contributions justement, pour compenser le fait que nos vies sont gourmandes en carbone. C'est quand même compliqué pour les politiques d'appliquer ces éco-contributions. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes. Oui, on voit bien, enfin, ça dépend lesquels. Donc, je dirais que c'est toujours extrêmement difficile. Ça, disons, bien sûr, on peut revenir à Ségolène Royal et l'écologie punitive, mais il faut aussi des signaux. Il faut aussi dire à toutes les couches de la population que chacun peut faire quelque chose. C'est ça qui est important. Donc, engagez-vous. Engagez-vous. C'est pour ça que j'aimais d'ailleurs j'ai toujours été assez favorable à une mesure comme la limitation de la vitesse à 110 km/h sur l'autoroute parce que ça touche tout le monde. Il y a le symbole aussi, effectivement, tout le monde est à égalité. Donc tout le monde se mobilise. Voilà. La une de 20 minutes d'hier. La une de 20 minutes, c'est sur le front républicain, puisqu'il y a des incertitudes sur le report des voix, notamment des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Et puis je rappelle une édition numérique de 20 minutes, un magazine sur la blockchain. Oui, tout à fait. La métaverse, ce qui va se passer dans le monde futur, elle ne sera pas concernée par l'écologie, l'environnement, le réchauffement climatique, puisqu'on sera dans le monde numérique. Oui, mais c'est un des problèmes du monde numérique, c'est qu'il contribue aussi de façon accélérée d'ailleurs à... Vous allez investir dans la métaverse ? Non, pas vraiment. Non, voilà, les choses dans lesquelles j'ai investi récemment, c'est plus dans le biochar, qui est une possibilité de stocker du carbone dans les sols. Voilà, donc j'investis, mais pas bon. Voilà, non, je ne suis pas tellement tourné vers ce futur virtuel. Oui, ça ne m'attire pas trop, effectivement, je dois dire. C'est Jean Jouzel, le climatologue, ex-vice-président du GIEC, qui est notre invité. On continue dans un instant. Démet Korkmaz de TV5 Monde. Merci, Armelle Le Goff. Merci, Armelle. Bonjour Démet. Dans un instant, nous allons Bonjour. interviewer Jean Jouzel ensemble, notre partenaire Centre-France La Montagne. Depuis Clermont-Ferrand, Jean Jouzel, Nicolas Faucon, qui est journaliste à La Montagne, a une question à vous poser. La guerre, ses conséquences, on l'écoute. Jean Jouzel, bonjour. La guerre en Ukraine a mis en évidence notre dépendance au gaz russe et aux énergies fossiles, ainsi que la nécessité de tendre vers l'autonomie énergétique. Si cette guerre éclipse le sujet du réchauffement climatique, peut-elle constituer un levier pour accélérer la lutte contre le dérèglement, alors que le GIEC, dans son dernier rapport, pointe l'urgence à agir? Il ne reste que 3 ans pour lutter contre les effets les plus dévastateurs. Alors bonjour Nicolas Faucon. Oui, alors est-ce qu'il faut... Disons, j'aurais aimé qu'effectivement cette guerre soit aussi la prise de conscience de la nécessité d'une autonomie énergétique dans notre pays au niveau de l'Europe et si possible ça en carbone avec, je le crois franchement, et c'est ce que nous dit le rapport RTE, laisser une très grande place au développement des énergies renouvelables qui ne se développent pas au rythme souhaitable, c'est très clair. Après, il y a un débat sur le nucléaire, mais qui est peut-être de second plan. Mais il faut vraiment aller de l'avant et je pense que mon regret, par exemple, eh bien, c'est que la première annonce, c'est la réouverture d'une centrale à charbon à Saint-Avold. Donc ça va à contresens. Ça, je veux dire, oui, c'est ce qu'il faudrait, mais la réalité, ce n'est pas ce qui se passe sous nos yeux actuellement, y compris dans notre pays. Démet Korkmaz. Le GIEC a rendu son rapport avec 48 heures de retard. Visiblement, les experts ont dû batailler pour formuler des solutions. Est-ce que le GIEC est aussi soumis à des vents contraires ? C'est pas ça, mais bon, moi je trouve ça terrible, ces adoptions par vidéo, les gens peuvent rester jusqu'au dernier moment. Ce qui se passe moi j'ai vécu une vingtaine d'adoptions des rapports du GIEC. Alors généralement ça se termine théoriquement le vendredi soir, jamais, mais à partir du samedi matin, les gens, du samedi midi, samedi après-midi, les gens ont des avions à prendre, donc ils partent, donc ça se termine. Mais là par contre, comme c'est en vidéo, les gens... Vous préférez le train ? Oui, ça dépend où on va, mais voilà, mais je veux dire par là que là elle s'est faite en vidéo derrière l'écran et les gens sont restés accrochés jusqu'à la fin. Il y a aussi une part de jeu, c'est lié un peu à cela. Mais là, en l'occurrence, il y a des pays qui ont vraiment poussé
pour que... alors évidemment, ils ont tous des intérêts contraires. Et donc, chacun a poussé pour que sa formulation soit retenue au détriment d'une autre. Il y a plus de défiance aussi entre les pays du Nord et les pays du Sud ? Oui, disons que depuis, alors on ne parle pas du GIEC, mais de Glasgow, de la conférence climat, le fait que les pays développés soient incapables de tenir leurs promesses, de mettre à disposition des pays en voie de développement 100 milliards de dollars chaque année pour les aider à lutter contre le réchauffement climatique et s'y adapter, nous n'avons pas été capables de tenir cette promesse. 100 milliards, c'est suffisant du reste ? Non, c'est pas suffisant. Il faudrait plutôt le double d'ici 2025. Mais déjà, le fait, à une époque où les pays développés, nous avons investi 4 000 milliards ou 5 000 milliards de dollars collectivement pour lutter contre... pour faire face à la baisse d'activité économique liée à la pandémie, c'est tout à fait regrettable. Et effectivement, il y a un esprit de défiance des pays en voie de développement par rapport aux pays développés. Et ce manque de solidarité dont nous sommes collectivement responsables en est en partie la cause. Et puis, il y a eu aussi un intense lobbying de la part des compagnies pétrolières. Vous en parliez tout à l'heure. Est-ce que vous trouvez normal, par exemple, qu'un haut représentant de la compagnie pétrolière saoudienne, Aramco ou même Chevron, soit présent et influence aussi la rédaction de ce rapport de synthèse? Alors, il y a effectivement, dans ces rapports de synthèse, il y a des observateurs qui sont là, mais qui n'ont rien à dire. Mais effectivement, il y a aussi les discussions dans les couloirs ou alors derrière l'écran dans ces cas-là, mais enfin, disons, entre certains observateurs et certaines délégations nationales. Oui, chacun défend effectivement, on comprend bien que l'Arabie saoudite n'a pas les mêmes intérêts par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique que d'autres pays, mais si nous n'y allons pas tous ensemble, c'est bien ça le problème, et d'ailleurs l'Arabie saoudite a affiché neutralité carbone à horizon 2060, si nous n'allons pas tous ensemble, nous ne réussirons pas. Et que dire de la position indienne, par exemple, sur le droit au développement ? Oui, là aussi, on peut affirmer un droit au développement. Ça semble tellement naturel, c'est vrai pour l'Afrique, c'est vrai pour... justement pour l'Inde, pour tous les pays, je dirais, en développement. Et la seule façon d'affirmer ce droit est quelque chose, mais c'est à nous aussi, pays développés, d'aider ces pays à se développer, mais tout en adoptant une stratégie bas carbone. C'est cela, disons, comment réussira-t-on à aider au développement des pays en voie de développement et quand même à les mettre sur des bonnes trajectoires en termes d'émissions. Est-ce que la solution peut venir, par exemple, des géants du net, par exemple ? Est-ce que les GAFAM sont des alliés ou plutôt des ennemis ? Donc, je dirais que les GAFA sont des alliés s'ils effectivement contribuaient, par exemple, au développement des énergies renouvelables. On peut regarder, alors c'est pas un GAFA, mais Tesla, par exemple, joue un rôle important dans le développement du véhicule électrique. Donc, il y a aussi beaucoup de développement technologiques que les GAFA peuvent contribuer à faire, pas dans le domaine vraiment du numérique. Je ne crois pas que le numérique lui-même soit la solution par lui-même. Disons, ça peut y contribuer, mais il faut un esprit de sobriété que les GAFA n'ont pas vraiment et qu'ils ne nous inculquent pas. Je prends le cas de la 5G. Si on met la 5G à disposition de chacun d'entre nous pour faire du streaming, c'est un échec en termes de lutte contre le réchauffement climatique. C'est 2 fois plus d'émissions. Les numériques, c'est 2 fois plus d'émissions que l'aérien, par exemple. On parle beaucoup d'aérien, mais pas du tout du numérique. Oui. Justement, Jean Jouzel, la Cour des comptes européenne, en 2017, a publié un rapport qui estime à 1115 milliards d'euros le montant total nécessaire à investir durant 10 ans pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cela fait énormément de quoi qu'il en coûte, non ? Non, c'est d'ailleurs le chiffre que nous avions repris. Alors d'ailleurs dans une tribune. Où va-t-on trouver l'argent ? Ça, on voit bien qu'on peut le trouver. Donc, ce sont des investissements. Nous, on avait pris, on a mis 1000 milliards avec Pierre Laroutourou dans une tribune dans Ouest France il y a 5-6 ans. On a mis 1000 milliards pour sauver les banques. On peut, mettre 1000 milliards pour effectivement sauver le climat. On a bien trouvé effectivement l'argent pour sauver les banques sans aucun problème. Et je ne vois pas. Ce sont des investissements et donc on pourrait effectivement aller de l'avant avec ces investissements et créer un nouveau dynamisme. La transition, c'est aussi synonyme de dynamisme économique, d'inventivité, mais il faut que cette inventivité soit évaluée par rapport à sa capacité à s'inscrire dans cette neutralité carbone. Ça fait bientôt 40 minutes qu'on vous écoute en direct sur TV5 Monde. J'ai une question un peu personnelle à vous poser. Voyant tout ça, analysant tout ça, regardant tout ça, est-ce que vous croyez en Dieu, Jean Jouzel ? Ah oui, alors est-ce que je crois en Dieu ? Oui, effectivement, je suis de tradition catholique, je continue à aller,
disons, à la messe de temps en temps. Mais Et Dieu peut nous aider j'ai- dans cette affaire. non, j'ai une certaine spiritualité d'ailleurs. Bon, mais je pense que, en tout cas, tout ce qui aide à la solidarité peut aider dans la lutte contre le réchauffement climatique. J'ai bien apprécié, si on parle effectivement non pas de Dieu mais du pape, je dirais l'encyclique Laudato Si est extrêmement très riche. Donc, on peut aussi, à travers des engagements, disons plus de type religieux ou spirituel, contribuer, parce que c'est la solidarité qui est au rendez-vous, contribuer d'une certaine façon à la paix dans le monde et je crois quand même à la lutte contre le réchauffement climatique. Pour vous aider, est-ce qu'il y a une adresse? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? 30 secondes. Alors pour nous aider, oui, moi mon regret, alors je me tourne plutôt vers les politiques là, parce que quand même la recherche, ce qui est absent disons, le réchauffement climatique est absent, mais pas la recherche est encore plus absente. Et je demande vraiment aux décideurs politiques d'avoir un regard vers la recherche, quel qu'il soit. Un soutien à la recherche au sens large est très important. Merci infiniment, Jean Jouzel, d'avoir Cyril. été notre invité en direct, climatologue, ex-vice-président du GIEC. Je rappelle votre livre Climat, parlons vrai, Jean Jouzel et Baptiste Denis. Merci à tous. On se retrouve jeudi prochain, bien sûr, et les programmes continuent sur TV5 Monde. Au revoir, Demet. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.